Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses des cases. J'imagine que vous connaissez tous un poil Hellboy, ne serait-ce que de nom. Un gros démon bourru rouge, bien baraqué, aux cornes limées, au caractère un peu fort mais appréciable, qui vit dans un monde à forte dominance pulp où l'on retrouve pratiquement tout, des momies aux extraterrestres en passant par Excalibur, et le fait de se bourrer la gueule au Mexique avec des luchadors locaux. Oui, c'est vraiment arrivé dans un comics. Il faut dire aussi que l'univers d'Hellboy est devenu très vaste, avec des personnages et des séries qui se sont multipliés autour du personnage. Et en même temps qu'il y ait tout un écosystème autour du démon en appert, c'est assez peu étonnant au vu de comment le personnage a été créé. Et comme vous vous en doutez, ce sera le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Le premier numéro d'Hellboy est sorti en 1994, mais pour vraiment remonter aux origines du démon rouge, aussi appelé la main droite de l'Apocalypse, il faut retourner 3 ans en arrière, en 1991. En effet, alors que l'album Nevermind de Nirvana sortait et que Terminator 2 cartonnait au cinéma, l'artiste Mike Mignola continuait de travailler chez les deux géants de l'industrie, Marvel et DC Comics. Et c'est en convention, à la Great Lake City Comic Con, qu'il dessine un personnage bien démoniaque, qui a quand même l'air plus d'un démon de Yoshiro Togashi que d'un détective du paranormal. Même si Togashi a pu dessiner des détectives du paranormal. Je me perds un peu, non ? Bref, pour être clair, on est encore loin du personnage que l'on connaît. Mais bon, Mignola, il a laissé un trou sur la ceinture du personnage afin d'y inscrire quelque chose. Et juste avant de finir le dessin, il rajoute un nom qu'il trouve intéressant sur la ceinture, Hellboy. Oui, vous avez bien entendu, le personnage est né via un dessin fait en convention. Un dessin qui se retrouve même dans l'ouvrage regroupant une partie de la production de cette convention, le Great Lake City Comic Con Pamphlet de 1991. Autant vous dire que vu le peu de tirage du bousin, si vous recherchez à avoir la collection complète en tant que bon fan, va y avoir du boulot. Alors, c'est vrai, ce personnage n'est pas le Hellboy que l'on connaît. Mais c'est à partir de ce dessin que tout va se jouer. Arrive l'année 1992, période de grands changements dans le petit monde des comics, une bonne partie des auteurs à succès de Marvel décident de se séparer de la compagnie, qui ne leur donne pas assez de droits sur leur création selon eux, et partent fonder Image Comics, une maison d'édition indépendante. Beaucoup de créateurs de comics vont être à l'époque tentés par l'aventure du comics indépendant, et Mignola est l'un d'eux. En effet, l'artiste se dit qu'il est à un point dans sa carrière où il ferait mieux de tenter un peu tout ce qu'il peut. Et pourquoi pas tenter un personnage indépendant de l'univers des Big Two, que sont Marvel et DC. Il faut dire aussi que, de toute façon, il s'ennuie un peu dans ces univers-là. Mignola, il sait ce qu'il veut faire. C'est dessiner des monstres, faire des histoires paranormales, et si possible faire des histoires de détectives. Alors dès qu'il peut, il fait un projet qui va dans ce sens, comme foutre des persos horrifiques dans beaucoup de ses histoires, ou bien alors travailler sur le film Dracula de Coppola. Certains vont objecter que je n'ai pas parlé d'autres de ses travaux, comme le fait qu'il a aussi redesigné le personnage de Mr. Freeze pour la série animée de Bruce Timm, donc je le mentionne en vitesse, mais on s'éloigne vraiment du sujet, qui était, je le rappelle, de parler des envies de surnaturel de Mignola à l'époque. Du coup, Mignola sait exactement quel type d'histoire raconter, mais il n'a pas de personnage à qui les faire vivre. Mignola se rappelle donc du seul personnage qu'il a inventé et à qui il a donné un nom, le fameux Hellboy de la convention. Bon, après, le personnage n'a pas vraiment une tête de perso principal, et ça tombe bien, car Mignola, il pense au début à faire un titre d'équipe, dont voici un croquis de l'époque. On peut noter d'ailleurs que Abe Sapien, le personnage aquatique, est déjà présent. Une phase dont il reste un artefact dans la couverture du numéro 4 de Dime Press. Dime Press, il est parfaitement normal de ne pas connaître ce titre, vu qu'il s'agit d'un fanzine italien qui était tiré à environ 2000 exemplaires. On peut y retrouver la version de l'équipe, on y reconnaît le logo stylisé, et on s'aperçoit qu'Hellboy n'est pas rouge. Pourquoi retenir cette version alors ? Tout simplement parce que Mignola lui-même dit qu'il s'agit de la première apparition du personnage,
et qu'il est plutôt bien placé pour avoir raison. Seulement, Mignola va abandonner le concept d'une équipe. De ce fait, il abandonne aussi son modèle premier, qui est les 4 Fantastiques, avec Hellboy dans le rôle du gros bras du groupe, remplaçant la chose alias Benjamin Grimm. Du coup se repose le problème du fait que le personnage, tel qu'il est pensé jusqu'ici, n'a pas vraiment une tête de personnage principal en fait. Mignola va donc le retravailler dans la version que l'on connaît aujourd'hui, personnage un peu moins brutal, qui va donc avoir les cornes coupées, et qui va donc s'habiller un peu plus chaudement, avec un impair. Reste la question de savoir ce que va faire ce personnage. Mignola est un fanat d'ambiance gothique et de surnaturel, de même que des histoires de détectives. Donc naturellement, Mignola façonne le personnage sur ses envies, et Hellboy devient donc un détective du paranormal. Pour l'auteur, c'est du tout bon, puisqu'au lieu de dessiner un détective gothique habituel, qui sont cool avec leur barbe, mais dont le dessinateur pourrait se lasser à force, son personnage lui-même est un monstre, et Mignola adore dessiner des monstres. Quand il parle en interview de la raison pour laquelle il a commencé à travailler dans le monde des comics, il dit lui-même que c'était pour pouvoir dessiner des monstres. Une raison pour laquelle il en foutait un peu partout d'ailleurs. Peut-être même un peu trop d'ailleurs. Là, c'est le jackpot. Même quand le perso principal ne combat pas de monstres, Mignola peut dessiner un monstre, car son perso principal est un monstre lui-même. C'est vrai que vu comme ça, Hellboy pourrait passer comme un simple pot pourri, et non pas comme une grande création d'auteur qui serait inspirée par les muses, la coke ou je ne sais quoi encore. Mais comme on dit au poker, l'important c'est pas les cartes, c'est ce que tu fais avec. Bon, il faut aussi trouver un éditeur maintenant. Le premier réflexe de Mignola, c'est d'aller voir DC Comics, compagnie chez qui il a déjà pas mal travaillé, et chez qui surtout il pourrait conserver une partie de ses droits d'auteur en le faisant publier dans la ligne naissante Vertigo. Mais DC refuse, effrayé par le fait de faire mention de l'enfer. Étonnant de la part d'une compagnie qui édite à côté une série appelée Hellblazer, mais bon, DC a une longue histoire de rejeter des personnages à l'apparence démoniaque. Après tout, Diablo des X-Men aurait dû à la base être un personnage de chez DC Comics, et même un alien. Oui, c'est du teasing. Mignola part donc chez Dark Horse, maison d'édition qui prenait du poil de la bête à l'époque. Et comme Mignola n'a pas encore tout à fait confiance dans ses talents d'écriture, il va d'abord demander à John Byrne de l'aider sur ses premiers numéros. D'abord dans 2 histoires promotionnelles, dans San Diego Comic Con Comics numéro 2 et le numéro 1070 de Comics Buyer Guide. Puis ce fut dans le numéro 21 de la série Next Men de John Byrne, une série qui fait diablement penser à du X-Men dans le concept, qu'Hellboy va débarquer pour déjà taper du monstre en décembre 1993. Tu ne peux être personne d'autre, n'est-ce pas? Tu ressembles à Hellboy. Tu parles comme Hellboy. Alors, même si c'est impossible, tu dois être Hellboy. Impossible, hein? Ouais, bien sûr, on m'a déjà traité d'impossible avant. Pour être honnête, je me sens un tout petit peu impossible maintenant. C'est marrant. J'étais tellement occupé à bourrer le mou de ce monstre que j'ai un poil oublié le fait que je sais pas trop comment je me suis retrouvé ici. Ou même ce que c'est ici. C'est comme si rien n'existait avant que je ne passe ce couloir et que je vous vois, gamin. Je sais pas si vous connaissez un moyen de sortir d'ici. Peut-être. Puis sort enfin, en 1994, la première mini-série d'Hellboy. Une mini-série dont Mike Mignola estime que le résultat ne va pas vraiment plaire au public. Mais peu importe, il s'est fait plaisir avec le projet, et c'est ce qui compte. Et à partir de là, la suite est connue. Hellboy est apprécié de la critique et des lecteurs, la série reçoit de nombreux prix, on fait des films, des jeux vidéo, des dessins animés. Oui, il y a des Hellboy en dessin animé, et le titre a donné naissance à tout plein de titres à côté de la série principale. Ape Sapiens, le BPRD, Lee Sherman, Lobster Johnson, et j'en passe. Quant aux origines du personnage à l'intérieur du comics, elles étaient censées être une sorte de blague à la base. L'idée, c'était de relier sa naissance aux choses les plus invraisemblables possibles. Des nazis, une invocation satanique, Rasputin, le pôle Nord, et tout. Pour ensuite nous présenter un perso qui, à part son apparence physique, est plutôt un gars normal qui a des envies normales pour sa vie. Bon, la blague a pris une part un peu plus importante que ça au fil du temps, mais c'était l'idée de base. La collaboration avec John Byrne se passe plutôt bien, mais Mignola se rend compte qu'il préfère diriger tout seul la destinée de son personnage, dès la fin de cette première mini-série, à savoir les germes de la destruction. De toute façon, Byrne de son côté dit que Mignola n'a jamais vraiment eu besoin de lui. Et quelque part, il a raison. Hellboy, c'est quand même un titre qui est indissociable de son créateur pour le moment, qui a mis trop de lui-même, de ses envies et de ses aspirations dans le personnage,
pour qu'on ne soit pas obligé de parler de Mignola quand on évoque le sujet d'Hellboy. Et l'histoire de sa création est une bonne illustration, à mon sens, du processus de création que suit chaque artiste, et que les personnages ne naissent pas, pouf, tout droit dans la tête des créatifs. Une autre petite vignette venue tout droit des coulisses des cases, et on espère que cela vous a plu. À la prochaine.